Donc, on reprend toujours dans cette matinée nos talks. Nour, je te cède la parole pour introduire notre invité. Ok, alors pour maintenant, on va passer au talk sur la désertification, les luttes contre les feux de forêt, etc. Donc, par notre invitée Saleha Foutas, Madame Saleha Foutas, pardon. Donc, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour Non, bonjour tout le monde. Parfait. Karim, Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va et vous-même, ça va? Alhamdoulilah, très bien. Très bien, merci. Alhamdoulilah. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci, c'est toujours un plaisir. Et Aïchek, merci beaucoup. Donc, donc nous sommes avec. Alors, je rappelle que, alors, on profite d'avoir avec nous Madame Fortas. Alors, en cette situation très spécifique. Alors, je pas, il y a quelques jours, quand les feux de forêt étaient alors pleins, je disais, t'imagines, nous, en mois de mai, on avait intégré cette thématique dans le challenge et on en parlait déjà au mois de février et janvier quand on était en train de parler de réchauffement climatique. Et je me rappelle, on était sur un plateau télé en février, je crois, et dans la vidéo de lancement du challenge, on avait mis des images un peu où il y avait du feu. Et pour les feux de forêt, Oui, tout à fait. on est en train d'essayer d'organiser des actions pour au moins faire en sorte que les gens comprennent que ce n'est pas du jeu, c'est une réalité. Et le pire dans tout ça, c'est c'est une réalité qui risque de s'aggraver dans les années à venir, vu le réchauffement climatique, vu aujourd'hui des problématiques de ressources hydriques, de nos comportements, enfin beaucoup de choses. Beaucoup de choses font ce problème et voilà que cette année, on a été vraiment touché par le drame et là, cette catastrophe qui a coûté des vies humaines, mais a mis le pays aujourd'hui devant une grosse problématique. Et voilà comment aujourd'hui, c'est presque devinatoire, mais pas du tout. J'ai toujours été étonné, et j'ouvre la parenthèse rapidement. Moi, j'enseigne. Moi, je suis un enfant d'Alger. Moi, j'ai grandi avec les tremblements de terre. Mon père était un réassureur de la et j'ai grandi dans ma chambre où je dormais. Il y avait une grande carte du monde où il y avait des petits ronds, grands ronds, moyens ronds. Et selon le risque de tremblement de terre, et sur Alger, il y avait un grand rang. Et j'ai toujours été dans ma tête marqué par ça. Et quand je commence mes cours avec mes étudiants dans toutes les écoles où j'interviens, je commence toujours en disant, et chers étudiants, s'il y a un tremblement de terre, pas de panique, je fermerai la porte, vous vous mettrez sous la table, etc. Je crois être un des rares à faire de la sensibilisation à mes étudiants au risque, qui est un risque majeur pour nous à Alger, le tremblement de terre. Et dans cette logique, c'est très bizarre comment on ne parle pas des risques majeurs que nous connaissons dans nos régions, et surtout dans certaines régions, comme Alger, le tremblement de terre, les inondations dans le Grand Sud, les feux de forêt dans nos montagnes essentiellement, comme si ça n'existait pas, on en parle très rarement. Et le deuxième sujet sur lequel on parle encore peu, alors là, c'est extraordinaire, la désertification, c'est comme si ça n'existait pas, alors que plus de 80% de notre territoire est presque du désert et qui est en train d'avancer et grignoter de plus en plus notre pays, or que nous étions des précurseurs dans le sujet dans les années 70 avec le grand fameux site de Ardab qui était vraiment un projet avant l'heure et qu'aujourd'hui on est fort de constater qu'on aurait pu être vraiment une leçon sur la planète avec ce projet. Enfin, le moment n'est pas perdu. On peut toujours se reprendre et se remettre au travail, Inch'Allah, essayer de s'améliorer. Voilà, donc je voulais partager ce petit point avec vous. Et je vous laisse la parole, Madame Fortas, et à vous, les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, sachant qu'on a quelques solutions qui oscillent sur la protection des forêts, mais aussi l'exploitation des déchets, en parenthèse, biologiques des forêts. Donc, n'hésitez pas dans les coulisses à poser des questions et on pourra y répondre. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup.
Merci. Je commence? Oui, allez-y, allez-y. Oui, vous pouvez commencer. Alors, vous avez 45 minutes. Donc, pour les participants, ils ont droit à 10 minutes à 15 minutes de questions. D'accord. Voilà, super. Donc, on va à votre diapo. Ok, je vais essayer de ne pas être trop longue. Je préfère laisser plus de temps pour le débat. Je vais donc, là, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis forestière de formation depuis 98. J'ai fait un stage en agriculture biologique à Saumur en Vendée. Et je maîtrise un petit peu tout ce qui est vie associative, médiation et les systèmes d'information géographique. Donc, je suis spécialiste dans la lutte contre la désertification, dans le montage de projets et l'éducation environnementale. Actuellement, je suis point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, élue vice-présidente du comité chargé de l'examen de l'état de mise en œuvre donc auprès de la Convention. Je suis membre du groupe des experts auprès de la Ligue arabe dans le domaine de la désertification toujours. Et récemment, donc, j'ai été nommée directrice de la lutte contre la désertification et du barrage vert. Donc, pour parler de la désertification, tout le monde sait que le sol, donc... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc le sol, comme vous le savez, donc c'est une enveloppe qui englobe un petit peu, donc c'est une fine pellicule de quelques dizaines de centimes. Ça prend beaucoup de temps pour qu'elle soit constituée, donc au moins 500 ans pour avoir cette couche, mais malheureusement, donc en un peu de temps, on peut la perdre, cette couche qui est très importante pour notre vie. Et donc c'est ce qu'on appelle donc de la désertification. La Convention des Nations Unies donc, définit la désertification comme étant la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches à cause donc, des activités humaines qui est accentuée par des variations climatiques, notamment la sécheresse. Donc la désertification, ce n'est pas l'avancée du désert ni le déplacement des dunes. Donc quand on arrive aux tempêtes de sable, ça veut dire que c'est la phase finale de la désertification. On a perdu nos sols et on commence à avoir des tempêtes de sable un peu partout. Donc, la désertification, elle a beaucoup de causes. Donc, la déforestation qui sont causées par des feux de forêt, des défrichements, des surpâturages là où il y a beaucoup de cheptels, des déchets, à l'urbanisation au niveau de certaines régions. Il y a des pratiques non durables agricoles comme l'irrigation non contrôlée, comme quand il y a des extractions minières mais il n'y a pas de reconstitution de l'écosystème alors que c'est dans les cahiers de charges, et aussi les pollutions environnementales. Tout ça peut provoquer la perte de cette couverture végétale à partir du moment où les sols ne sont plus couverts. Donc, ils sont soumis à l'érosion éolienne et l'érosion hydrique, sans parler des changements climatiques. Comme vous savez que le rapport du GIEC a démontré que nous sommes vraiment un pays qui est devenu très aride et on aura des problèmes qui vont continuer à fur et à mesure. Comme vous avez signalé, donc, comme Karim a signalé, on a vu cette année donc, les feux de forêt qui sont complètement signalés avant même la moitié de la campagne. Cette dégradation aura comme conséquence donc, l'ensablement de la biomasse, des infrastructures, des habitations. On perd de la biodiversité quand on perd nos habitats. Donc, quand les habitats sont détruits, on a aussi la disparition de la faune, notamment les oiseaux, les mammifères. Les tempêtes de sable provoquent des maladies respiratoires, notamment pour les personnes âgées. On perd notre productivité, les sols ne sont plus capables de stocker le carbone. Vous savez que l'Algérie a ratifié l'accord de Paris. On est censé réduire nos émissions de gaz à effet de serre, l'eau qui est polluée, la sécurité donc alimentaire qui est menacée. On peut arriver donc à l'augmentation de la famine, la tension et les conflits et l'exode rural. Donc quand on voit que ceux qui sont vers les régions arides essaient de chercher du commerce au niveau des régions nord. Donc, en quelque sorte, c'est l'instabilité sociale et c'est la souveraineté du pays qui est menacée. Donc, l'Algérie, comme vous savez, elle est en 3 compartiments, subdivisée en 3 compartiments. Donc, nous avons à peu près 86%, c'est un milieu désertique qui sont soumis donc à la dégradation des sols, même si c'est du Sahara, on a quand même des sols qui sont fertiles. C'est là que l'agriculture oasienne est développée. Nous avons des infrastructures et nous avons des habitations qui sont soumises à ces problèmes de tempête de sable. La partie du bassin
de la steppe, c'est un bassin laitier. On trouve beaucoup de cheptels. Actuellement, le nombre de têtes est supérieur à la superficie où il y a des parcours. Donc, un petit peu, cette formule n'est pas respectée. Donc, on a une dégradation des sols qui est provoquée par ce surpâturage. Les zones du nord, c'est malheureusement 4%. Là, on enregistre à peu près 4,1 millions d'hectares de forêts qui sont soumises à l'érosion hydrique, les feux de forêt. Donc, si je prends Tizi Ouzou seulement à elle seule, qui a subi beaucoup de feux de forêt ces derniers jours, elle est à 40 000 hectares. Donc, si on ne fait rien, d'ici l'hiver, elle sera soumise aux inondations et l'érosion hydrique. Quelques photos de cette dégradation. Donc, quand il y a des maladies, vous voyez bien, on perd nos forêts. Là, c'est des feux de forêt, c'est juste quelques photos. Donc là, c'est un petit peu les défrichements. Quand il y a les défrichements, on essaie de défricher la forêt au profit de l'agriculture. Donc, nos agriculteurs ne comprennent pas que quand on a une forêt, elle joue un rôle important dans la fixation des sols. Là aussi, c'est des érosions hydriques au niveau des bassins versants. Et ça provoque bien sûr glissement de terrain. Là, c'est de l'urbanisation. Des fois, on coupe des arbres pour construire. Là, c'est surpâturage, notamment au niveau de la steppe. Comme vous voyez là, ils peuvent même monter sur les arbres. Là, c'est un exemple d'alpha qui est complètement dégradé alors qu'on était un des premiers producteurs et exportateurs de l'alpha. Là, c'est l'ensablement des palmeraies au niveau du sud. Donc, on a perdu beaucoup de palmeraies au niveau des zones sahariennes. Là, j'ai pris exprès cette photo pour que vous voyez quand même une dune côtière. C'est au parc national d'El Qala. C'est un parc qui est très riche en faune et flore. Donc, ce genre de dune, elle joue un rôle important dans la préservation, mais quand on ne la fixe pas, elle peut nuire à notre milieu écosystémique. Là, c'est des tempêtes de sable à Djelfa, ce n'est pas ailleurs. Là, c'est des habitations qui sont menacées par ces tempêtes de sable. Là, c'est des infrastructures. Quand il y a ce genre d'empêchement, donc tout le commerce est bloqué et aussi au niveau des aéroports. L'Algérie est un pays source des tempêtes de sable. Et là, avec nos accords internationaux, peut-être un jour, on sera obligé de payer toute cette pollution que nous provoquons. Donc, la désertification et les feux de forêt sont classés comme risques majeurs en Algérie, donc par la loi 0420 des 10 risques majeurs. Mais comme l'avait dit Karim, on ne parle pas beaucoup des feux de forêt, on ne parle pas beaucoup de… Alors là, la désertification et les vents de sable. Mais moi, je l'ai toujours dit que la désertification, peut-être, ce n'est pas un risque majeur visuel ou visible comme les séismes et les inondations et les feux de forêt qu'on voit chaque été, mais il marche doucement jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats très négatifs. C'est comme un cancer. C'est une maladie silencieuse, on ne la découvre pas jusqu'à ce que, généralement, dans la plupart du temps, on découvre le cancer en phase métastase. Donc, moi, j'appelle la désertification comme étant un cancer, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui a été fait à ce jour par le pays? Donc, la première convention qui a parlé de la désertification, c'est la convention d'Alger, donc en 68, juste après l'indépendance. Donc, là, on a commencé en Algérie par le lancement des chantiers populaires de reboisement. Les années 70, donc l'idée du barrage vert a émergé, donc, et on a mis en place notre premier code pastoral en 74. Suivi de la convention de Lomé, là aussi l'Algérie a créé ses parcs nationaux, elle a classé des sites Ramsar, etc. Donc l'Algérie a ratifié la convention, la convention le 17 juin 97, le 22 en 96. Elle a été mise en vigueur le 26 décembre 96. Donc beaucoup de programmes ont été mis en place, les grands travaux, le plan national de reboisement en 2000, le plan de développement rural, les PPDRI, les projets de proximité de développement rural. Le secteur a mis en œuvre plus de 12 000 PPDRI au profit des populations. Parce qu'on sait très bien quand on améliore les conditions de vie des populations, donc on les gagne comme alliés pour préserver notre couverture végétale. Sur le plan donc, international, moi-même, je suis point focal de cette convention. Nous avons M. Zandouch Wahid, c'est un chercheur à l'Institut national de la recherche forestière, qui est point focal du comité scientifique et technique. Comme vous voyez donc, dans le schéma, donc, la convention, elle a deux organes subsidiaires, donc le CRIC et le CST. Donc, moi, je suis vice-présidente du CRIC et M. Zandouch, il est membre du comité scientifique et technique. Donc, depuis qu'on a ratifié cette convention, plusieurs travaux ont été mis en place. On est membre de l'Union maghrébine, de l'Union africaine, on est membre aussi de la Ligue arabe et le bassin méditerranéen.
On a intégré l'initiative de la Grande Muraille Verte. Juste pour votre information, la Grande Muraille Verte, vous pouvez lire tout ça sur Internet, mais sachez que cette idée a été copiée de l'idée du barrage vert algérien. Dans tous les rapports, vous allez lire ça. Donc, c'est une bande verte allant de Dakar à Djibouti pour un petit peu préserver les pays sahélo-sahariens de cette désertification. On est aussi dans l'initiative NDT, neutralité de dégradation des terres. On a intégré l'initiative sécheresse où l'Algérie a élaboré son plan national de lutte contre la sécheresse et aussi donc, les tempêtes de sable et de poussière. Donc là, pour l'ANDT, l'Algérie, elle a identifié ses objectifs, ses cibles volontaires. On est à 4, c'est aménagement intégré des bassins versants. Donc c'est au moins réaliser une superficie de 1,5 million d'hectares au niveau de ces bassins versants. Le plan national de reboisement, donc c'est de finaliser ce qui reste. Donc on est maintenant à plus. Donc quand on a élaboré notre rapport, on était à 770 000 hectares. Maintenant on a dépassé les 800. On est à presque à 900 000 hectares. Il faut donc assurer 1,2 million. Il faut assurer 1 million d'hectares de terres irriguées pour les rajouter aux 1,2 million existants actuellement. Pour les parcours aussi, donc il y a plusieurs travaux qui sont menés au niveau du HCDS et le Haut Commissariat au développement de la steppe pour les parcours stépiques et le Commissariat au développement de l'agriculture saharienne, le CEDARS, pour les parcours sahariens et pré-sahariens. Le plan sécheresse également, donc nous l'avons élaboré, il est téléchargeable sur Internet. Donc, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a évolué de la lutte contre la désertification à l'ANDT. Donc, c'est la neutralité de dégradation des terres, c'est la neutralité carbone, neutralité végétation et productivité. Donc, c'est éviter carrément la dégradation ou bien rester, donc assurer, c'est quoi donc l'ANDT? C'est au moins assurer avant que je passe à sa définition, la neutralité rentre dans les ODD, le 15.3, où on doit donc lutter contre la désertification et s'efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. C'est l'UNCCD qui est dépositaire de la cible 15.3. C'est quoi l'ANDT? C'est d'assurer cette balance. Donc, il faut assurer la balance entre dégradation dégradation passée et dégradation nouvelle. Il faut éviter qu'il y ait une nouvelle dégradation, mais sinon, garder la balance au normal. Les couches qui sont traitées, c'est les zones boisées, pâturage, les terres cultivées, les zones humides, les surfaces artificielles et autres. Par exemple, les dunes de sable, elles sont classées dans autres terres. Ou bien quand il y a des bâtiments aussi, elles sont là. Comment la neutralité elle est classée? Donc là, on aura besoin donc des nouveaux startups et des chercheurs parce qu'en fait, pour mesurer cette la proportion de terres dégradées, on utilise 3 indicateurs: couverture terrestre, la productivité des terres et le carbone organique. Actuellement, l'Agence spatiale algérienne, elle n'a pas de souci pour mesurer avec l'ALSAT tout ce qui est couverture terrestre et productivité des terres, mais on a un problème pour calculer le carbone. Donc, je pense que les nouveaux chercheurs, les nouveaux start-upers peuvent nous accompagner pour la mesure du carbone. Et donc, pour voir la proportion des terres dégradées en Algérie, on doit combiner ces trois couches, ces 3 shapes pour avoir la carte de dégradation. Là, on a été obligé en 2018 d'utiliser une base de données par défaut qui a été remise par l'UNCCD sur Planet Earth. Donc, nous avons la couverture végétale, la productivité des terres et le carbone pour dire que l'Algérie, entre 2000 et 2015, elle a 0,8% de terres dégradées juste pour la partie nord. Donc, tout ce que vous voyez en rouge là, c'est tout ce qui est dégradé. Parce que pour eux, en fait, les terres qui sont occupées par des bâtiments, c'est des terres dégradées parce que c'est irréversible. On ne peut pas les récupérer et les restaurer une fois qu'il y a un bâtiment qui est dessus. Donc, on a ici un souci pour la mesure du carbone. Pour atteindre donc la neutralité, il faudra carrément éviter qu'il y ait des dégradations. C'est la meilleure solution et ça coûte moins cher. Deuxième phase, c'est réduire dans le cas où, malheureusement, à cause des feux de forêt ou bien à cause de la sécheresse ou bien des pratiques agricoles non conformes ou bien minières, on perd des terrains. Donc, on doit passer à la deuxième phase, c'est les réduire. La troisième phase, c'est inverser la dégradation passée grâce à la restauration, la réhabilitation, la remise en état. C'est la phase la plus coûteuse. Si on prend l'exemple des feux de forêt des Tizi Ouzou, donc tout
tout l'argent qui sera mis pour indemniser les gens par rapport à la perte de leur logement, de la perte de leur cheptel. Donc, ça coûtera plus cher par rapport au budget qui sera mis par l'État pour préserver l'existant. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Donc, au niveau des instituts, comme vous le savez, quand on a été donc par le Sid al-Akhdar, et une des décisions qui a été prise par le gouvernement, c'est la relance du barrage vert. Donc, le 17 juin, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la désertification, on a lancé l'initiative pour la restauration du barrage vert actuellement. Donc, tous les mécanismes sont en train de se mettre en place pour lancer cette campagne à partir de la campagne de reboisement prochaine. Au niveau aussi, donc la question qui se pose, quel est le barrage du futur, le barrage vert du futur? Avant, on a mis le barrage vert pour un petit peu boiser et arrêter les déplacements des dunes, comme disaient les anciens, que pour eux la désertification c'est le déplacement des dunes, mais non, c'est la dégradation des terres. La désertification s'installe. Donc comment relancer ce barrage vert? Quel modèle conceptuel allons-nous choisir dans la mise en œuvre du barrage vert? Quel changement de paradigme? Donc il ne sera pas construit comme un mur d'arbres entre le Sahara et le nord du pays. Et il ne se limitera pas à une initiative de reboisement, mais au contraire, donc, ça sera une mosaïque d'actions intégrées pour répondre aux problématiques ayant une incidence sur la vie et les moyens de subsistance. Pour qu'il y ait cette mosaïque d'actions intégrées, on a créé l'organe national de lutte contre la désertification où on a tous nos institutions, les représentants des institutions. Il y a un comité scientifique que nous avons mis en place. Il y a des comités locaux qui vont assurer la mise en œuvre au niveau des wilayas concernés. Au niveau aussi de la steppe, nous avons un programme de réhabilitation et d'extension du pistachier de l'Atlas parce que nous avons inscrit la sécheresse qui a été enregistrée. Donc, il faut développer des espèces résistantes à la sécheresse, également l'arganier. Comme vous savez, l'arganier, il est actuellement au niveau du Tindouf, mais nous menons une expérience importante pour assurer son extension in situ au niveau de Tindouf pour préserver en premier lieu les peuplements porte-graines et faire l'extension là-bas, et aussi l'extension ex situ au niveau des autres wilayas. Voilà, dans un premier temps, c'est pour la désertification. Comme vous avez vu, une des causes de la désertification, c'est les incendies de forêt. Donc, un incendie de forêt, on dit qu'il y a un incendie de forêt quand le feu couvre une surface minimale d'au moins 0,5 hectares d'un seul tenant. Quand il y a des petits feux, donc le secteur intervient pour les éteindre, mais quand il prend une ampleur qui dépasse les 0,5 hectares, là, on parle d'un incendie de forêt et on a besoin donc de l'intervention de la protection civile et des autres institutions. Donc, le terme incendie vaut aussi pour les formations des plus petites tailles, pas seulement les arbres, mais aussi même les maquis, là où il y a donc toute la végétation qu'on perd pour nous, elle est touchée par l'incendie et c'est une perte. Une partie au moins des étages arbustifs et arborés est détruite quand il y a ces feux de forêt. Donc le secteur, il intervient sur 48 wilayas où il y a une superficie comme un forestière importante. Au niveau du sud, c'est beaucoup plus les palmeraies, donc c'est la protection civile qui assure là sa protection. Les causes des incendies naturels et anthropiques. Donc, naturel, la végétation ne s'enflamme pas seule, même par forte sécheresse. L'unique cause naturelle connue dans le bassin méditerranéen est la foudre. Malheureusement, la foudre n'est pas vraiment enregistrée en Algérie, alors là, surtout pas la nuit. Donc, la plupart des feux sont ont démarré à 2h à 3h du matin ces derniers jours. Anthropique, elle représente l'origine, donc l'essentiel des origines des incendies. On retrouve des causes involontaires et des causes volontaires. Des fois, des agriculteurs, ils font des nettoiements au niveau de leurs champs. Malheureusement, le feu dépasse. Ils ne contrôlent plus, mais il y a des fois des causes qui sont volontaires, généralement, donc c'est des causes criminelles. L'origine des incendies, généralement, c'est des travaux agricoles, comme je l'avais dit, la carbonisation, des fois c'est des dépotoirs quand il y a des chaleurs, des fois on trouve des déchets au niveau des forêts, comme du verre. À Tizi Ouzou, on a trouvé beaucoup malheureusement de bouteilles qui ont aussi provoqué ces feux. Il y a des conséquences énormes causées par ces feux, donc écologiques à travers une perte significative de la biodiversité. Quand on a vu, je pense que tout le monde a suivi les pertes de la faune au niveau de ces forêts.
Et quand on perd ces feux, donc il n'y a plus de forêt qui fixe les sols, donc la région elle est soumise à l'érosion, elle est soumise au glissement de terrain, elle est soumise aux inondations. Aussi, à court et moyen terme, nous avons les changements climatiques. Il y a des maladies qui surgissent. Il y a aussi, on perd tous les biens et services de ces forêts. Il y a des inondations, malheureusement, des fois, on n'arrive pas à contrôler. Économique, comment économique, quand les agriculteurs perdent leurs biens, notamment leurs ruches, leurs cheptels, etc. Cette année, on arrive même à perdre des vies humaines. Et quand l'État essaie d'indemniser ces pertes, ça veut dire que ça coûte cher à la caisse du pays. Et après, aussi économique, comment ça peut être une perte. Malheureusement, quand on perd ces superficies, on est obligé de les restaurer. Donc, on laisse la nature se régénérer toute seule, donc à partir des premières pluies d'automne. Mais là où il n'y a pas une régénération naturelle, on est obligé d'intégrer ces régions dans notre plan de reboisement, notre plan national de reboisement, et les plantations coûtent cher. Donc, au lieu d'injecter de l'argent pour faire de l'extension et étendre notre forêt, la superficie forestière, malheureusement, on revient pour réhabiliter les superficies perdues. Là, c'est juste un petit exemple des incendies. Comme vous voyez sur les 10 dernières années, vous voyez qu'il y a un pic en 2012, on a perdu 99 000 hectares. Cette année, à elle seule, 2020, bon là, 2020 n'est pas intégré, donc en 2020, 43 000. En 2021, donc avant même la moitié de la campagne, vous savez que notre campagne va au moins jusqu'à septembre, on est à presque 99 000 hectares, dont 40 000 hectares à Tizi Ouzou, elle seule. On a une stratégie qu'on mène pour un petit peu préserver, donc avant, pendant et après. Avant, c'est des travaux sylvicoles, on construit des points d'eau, on fait des aménagements de pistes, des ouvertures de tranchées par feu. Donc, c'est des travaux qui se font par nous-mêmes et par les autres secteurs. Il y a plusieurs matériaux qui sont mis en place, des postes vigie, des chantiers d'intervention, on nettoie des brousses, etc. On a 43 camions ravitailleurs actuellement. On a 30 colonnes mobiles, dont 8 CCFL chacune. Ça veut dire au niveau de chaque wilaya, elle a ses 8 CCFL. 478 brigades et 2892 points d'eau. Là, c'est ce qui se fait avant les feux. Et quand les feux ont démarré, donc nous avons les colonnes mobiles qui interviennent. Parce qu'en fait, la mission du secteur des forêts, c'est les premières interventions, c'est d'éteindre des petits feux quand ça ne prend pas une grande ampleur. Et on sert de guide également à la protection civile pour montrer les pistes quand il y a des feux énormes. Également, donc, il y aura un renforcement en moyens matériels dans quelques mois, les mois à venir, pour un petit peu assurer la répartition de ce matériel au niveau des wilayas. Il y a une organisation qui est faite. Nous avons une commission nationale de protection des forêts, des comités au niveau wilaya, au niveau daïra, au niveau même des villages. Il y a des comités de riverains. Nous avons des populations au niveau de ces comités qui nous aident dans la prévention, ils nous aident dans l'alerte précoce par rapport à ces feux de forêt. Il y a aussi un programme de sensibilisation qui est mené au niveau de plusieurs écoles. C'est vrai que cette année, c'est un petit peu diminué à cause du Covid, mais on a toujours l'habitude, donc notamment au niveau des causeries et prêches au niveau des mosquées. On a un partenariat avec toutes les institutions, donc la gendarmerie nationale, l'armée, la protection civile, les scouts musulmans et l'agence spatiale algérienne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je terminerai avec ce petit slogan. Je produis de l'oxygène, j'humidifie l'atmosphère, je tiens le sol en place, j'abrite la biodiversité et tout ce que je demande, c'est de me laisser vivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour les feux, on aura besoin donc de l'appui de nos chercheurs pour tout ce qui est l'alerte précoce au feu de forêt. Ça serait bien si on arrive à avoir des petites applications pour alerter les feux à temps et aussi pour qu'on fasse pour qu'on détecte ces pertes le plus vite possible. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour d'autres questions, si vous voulez. Merci beaucoup, Saleha. Alors, je ne sais pas si on a des questions dans le chat, Nour, ou si on peut préparer des questions, mais je vais je vais entamer le bal qui m'a le loghat. Alors, au fil des années, sur le terrain avec le monde des
des startups et des entrepreneurs un peu partout. La solution qui est revenue plusieurs fois dans le monde des feux de forêt, ça a été l'utilisation des drones pour la détection des feux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu… voilà, on a une question là, de Nawal Ben Aissa, de Tamarasset, qui dit, et je l'ai vu, en l'occurrence, j'étais à Tam il y a quelques semaines, où un jeune avait développé un drone dont l'application, c'était aussi de détecter les feux de forêt. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a été abordé plus sereinement au niveau de la direction chez vous, ou est-ce qu'il y a même peut-être des projets en cours de prototypage dont vous parlez en interne? Oui, cette année, ils ont fait un essai donc avec le Centre de développement des drones. Donc, ils ont fait un essai pour l'alerte et pour la surveillance. Mais c'est toujours, comme vous l'avez dit, on n'est pas encore arrivé à la phase d'acquisition de ce matériel pour qu'on puisse surveiller à temps. Mais le chantier, il est ouvert, je pense, avec les institutions concernées. Ok. Parce qu'aujourd'hui, mis à part ces solutions qu'on a pu voir, est-ce qu'il y a d'autres besoins aujourd'hui? Parce que vous l'avez abordé à plusieurs reprises pendant la présentation en disant le monde des chercheurs ou des start-upers pourrait nous accompagner. Donc aujourd'hui, si on devait résumer quelques pistes de problématiques ou de solutions que la direction aimerait avoir, on a le sujet des drones. Parce qu'après, le sujet des drones, c'est une autre problématique, on le sait tous. Ça passe par le ministère de la Défense nationale, de la Sécurité nationale. Donc, c'est très compliqué. Et il y a un autre volet que beaucoup de gens ne le voient pas dans le monde des drones. Dans le monde des drones, il y a un grand problème, c'est les voies aériennes. Les voies aériennes des drones. Ça, mis à part le côté sécuritaire qui n'est pas vraiment le plus bloquant, c'est la gestion des voies aériennes des drones qui doit être développée rapidement et on a besoin de solutions autour de ça. Mais mettons les drones de côté 5 minutes. Oui. Quelles sont les solutions ou les besoins de solutions qu'aujourd'hui, par exemple, la direction, dans sa logique de désertification ou de lutte contre les feux de forêt, elle aurait besoin et sur lesquels on pourrait travailler le monde des startups et de la recherche pour vous? Déjà au niveau des superficies, comme vous savez, la plupart des forêts algériennes, c'est des forêts qui sont situées au niveau des zones très très accidentelles et difficiles d'accès. Donc nous, on s'est dit que la meilleure surveillance, c'est tout ce qui est surveillance satellitale, etc. Mais la ZAL, elle n'assure pas peut-être je dirais des conneries, mais la ZAL, qu'est-ce qu'elle nous donne actuellement? Elle nous donne une surveillance pendant les feux, ça veut dire où est-ce qu'il y a eu le lancement des feux et après, une fois que les feux sont éteints, elle nous donne aussi des cartes de régénération naturelle, donc on peut voir où est-ce qu'il y a eu une reprise. Mais nous, ce dont on aura besoin, c'est carrément la surveillance peut-être journalière, c'est d'avoir peut-être des signalements que là il y a un feu, il faut aller l'éteindre, ou bien peut-être détecter des chaleurs humaines qui sont ici au niveau des forêts, qui peuvent être des causes, des personnes qui peuvent allumer ces feux. Donc je ne sais pas sur plan technologie est-ce que ça existe pour qu'on puisse avoir cette surveillance H24 au moins pendant la campagne des incendies. Ok, très bien. Alors, puisque vous avez parlé de la ZAL, il y a le professeur qui en parle. Alors, en fait, c'est quoi la relation entre la ZAL et vous? Est-ce qu'ils vous donnent accès à des images quand ils le veulent ou c'est vous qui le demandez ou comment ça fonctionne? C'est à la demande. Vous savez très bien que l'Agence spatiale algérienne, donc, elle est sous tutelle de la présidence, du Premier ministère. Donc, c'est à la demande. Par exemple, on a une convention avec eux. Actuellement, donc, ils nous donnent toutes les cartes de surveillance de départ des feux. Ça nous permet donc d'avoir une idée, est-ce que c'est des feux naturels ou des feux criminels? Et on demande des cartes après incendie. Ça nous permet d'évaluer les pertes. Donc,
avec bien sûr une confrontation sur terrain quand on a ces images satellitales et des chiffres qui sont énoncés par le secteur. Et ça nous permet donc, après la fin de la campagne, de faire cette comparaison et d'évaluer la superficie perdue. Et après, donc aussi, on obtient des images de la revégétalisation de ces territoires après les passages au moins d'une année de pluie pour voir comment ça se passe, comment il y a eu cette régénération. Ça nous permet de voir où est-ce qu'on laisse la nature faire les choses ou bien on est obligé d'intervenir par les opérations de reboisement. Alors, je suis en train de lire les questions et je vais les poser. Alors, vous parlez de reboisement, ça c'est aussi un sujet très important. Alors, juste en parenthèse, en parlant de la ZAL, cette année, à cause des feux de forêt qu'on a eu, on a découvert la plateforme qui s'appelle Zoom Earth, qui permet de visionner à peu près, il y a une latence de quelques heures, c'est les satellites géostationnaires de la NASA qui donnent ces informations. Alors, c'est vrai qu'il y a des API, mais elles sont excessivement chères. Et les API, en fait, c'est de la technologie de développement qui permettrait que l'écosystème des startups développe des solutions derrière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous passe l'information comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait développer des solutions intelligentes qui permettraient de traiter l'image plus ou moins en temps réel ou vite, vu les superficies qu'on a, parce qu'on le dit, mais ça oublie vraiment donc, du coup, le problème, c'est le traitement rapide de l'image. Et aujourd'hui, pour pouvoir développer des technologies soft, il faudrait qu'on ait accès à des bases de données. Alors aujourd'hui, il faudrait que la ZAL mette à disposition de l'écosystème, pourquoi pas via votre direction, une base de données d'images des forêts, juste des forêts sans rentrer dans le détail et trouver le process comment les traiter. Et ça créerait vraiment un écosystème autour. Alors pour revenir sur l'histoire de le reboisement, alors on aura l'intervention d'un ami, Karim Tidjani, la semaine prochaine, qui parlera avec nous aussi, parce qu'il s'intéresse beaucoup au sujet depuis quelques années. Et on parlait du reboisement, les feux au Kenya, oui, il faut contemporiser encore une année pour commencer à reboiser sérieusement, parce que reboiser maintenant, ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, on ne peut pas reboiser n'importe comment, il faudrait qu'on ait c'est le travail d'un tout pour pouvoir le faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots autour du reboisement, puisque je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser dans les semaines à venir, si ce n'est les mois à venir. Pour les reboisements, comme vous le savez, donc, surtout si je parle des espèces forestières, donc tout arbre qui est touché par les feux, généralement, il y a une régénération après les premières pluies. Donc, on attend toujours à ce que l'hiver passe pour voir est-ce qu'il y a une régénération naturelle de ces espèces. Peut-être on peut aller, parce qu'on voit sur Facebook, c'est tout le monde qui fait des appels pour des campagnes de plantation pour faire face à ces incendies, notamment en Kabylie. Mais actuellement, peut-être pour les espèces fruitières, pour les gens qui ont perdu leur olivier ou bien leur cerisier, peut-être ça peut se faire une fois que la campagne de reboisement soit lancée, donc vers le 25 octobre. Mais pour tout ce qui est forestier, pour le moment, on ne prévoit pas de plantation au niveau de ces régions. Au contraire, on laisse la nature faire les choses. Mais il y a d'autres directives qui ont été données pour nettoyer donc ces forêts qui sont brûlées, récupérer le bois, donc fixer les sols pour qu'il n'y ait pas d'inondation au niveau de ces... Il y a des techniques qui vont suivre. Il y aura du broyage de ce bois qui est complètement brûlé pour qu'il soit donc jeté au niveau de ces forêts pour qu'il y ait quand même reconstitution du sol. Et sans oublier qu'il y a des régions qui ont été éteintes par l'eau de mer. Donc, on aura le risque de la salinisation. Donc, c'est tout ça qui va être traité dans un premier temps. Les reboisements viendront après, donc peut-être l'année prochaine, donc s'il n'y a pas la prochaine campagne, s'il n'y a pas de régénération, donc là, la région sera intégrée dans les plantations au niveau national. Parce qu'en fait, Tizi Ouzou, la plupart, c'est des terrains privés et c'est beaucoup plus du fruitier. Et là, ça ne va pas poser problème, donc le secteur prend en charge
pour qu'il y ait cette plantation à partir des premières pluies qui vont être enregistrées dans les mois à venir. Un programme national de reboisement, il est structuré. Premièrement, il y a le choix des espèces. Il faut que les plants soient certifiés. On ne plante pas n'importe quoi, on ne ramène pas n'importe quoi et de n'importe quelle pépinière. Il faut que ce soit des pépinières agréées et des plants certifiés. On n'accepte pas des plants reconduits parce qu'ils ne réussissent pas. Donc, on ne peut pas faire des reboisements avec des plants reconduits. Et généralement, le reconduit, on l'utilise en ville pour tout ce qui est espace vert, l'embellissement des quartiers, mais dans les forêts pour qu'il n'y ait pas pollution génétique, donc on ne peut pas introduire des espèces qui ne sont pas originaires. Par exemple, quand il y a du chêne liège, il faut vraiment planter du chêne liège, on ne peut pas ramener d'autres espèces. Il y a certaines personnes qui sont allées vers le Paulownia, c'est une espèce à croissance rapide et elle séquestre du carbone, mais on ne peut pas la planter dans des forêts de chêne liège. On pourra l'utiliser là où il y a des terres nues pour créer de nouvelles forêts, mais pas polluer là où il y a du cèdre, où il y a du chêne liège, des espèces endémiques au pays. Tout ça, il est structuré au niveau de la Direction générale des forêts. Donc, on a même fait un appel via notre DGF et notre ministre. On a dit que les opérations de reboisement sont les bienvenues, mais il faut qu'elles soient toutes coordonnées par le secteur des forêts parce qu'on existe au niveau des 48 wilayas, donc il suffit juste de se rapprocher des conservations des forêts pour coordonner tout ça. L'opération est la bienvenue, mais ça ne va pas se faire au niveau des terrains qui sont brûlés cette année. Nous avons des terrains qui sont brûlés depuis 2017, il n'y a pas eu de régénération. C'est ces espaces-là qui feront objet de reboisement cette année. Ok, très bien. Et puisqu'on parle de cette présence et de cette coordination entre différentes institutions, est-ce qu'il y a un endroit où toutes ces institutions se regroupent, donc entre vous, les forêts, la protection civile, la gendarmerie? Comment ça fonctionne? Oui, je l'avais présenté dans ma communication. Il y a la Commission nationale CNPF, la Commission nationale des forêts, des feux de forêt. Donc, on a toutes ces institutions avec nous. Donc, au niveau national, là, c'est beaucoup plus pour coordonner, pour évaluer et tout. Et on a des comités au niveau des daïras, même au niveau des villages. On a même des comités de riverains au niveau des villages. Nous avons de la Fédération des chasseurs avec nous, donc de toutes les associations qui travaillent et le Douar, chaque village, il a ses spécificités. Donc, c'est les représentants des villages, des comités de village qui sont dans ces commissions. Ça nous permet de coordonner au niveau local. Donc, on se rencontre avant donc, pour la préparation du plan feu de forêt. Il y a des évaluations quand il y a comme ça des feux, malheureusement, des feux énormes qu'on n'a pas prévus. Donc, on fait toujours des rencontres d'évaluation. Et donc, sur la base de ces rencontres, les recommandations sont transformées en feuilles de route qui sont soumises à qui de droit. Il y a des décisions techniques et des décisions politiques qui sont prises automatiquement par les hautes instances de l'État. Est-ce qu'il y a une EPIC qui gère ça ou c'est vraiment par exemple les actions de reboisement Oui. C'est la Direction générale des forêts qui est chargée des opérations de reboisement parce que c'est une de nos missions. Okay. Donc, tout ce qui est reboisement, c'est nous. Donc, au niveau de la centrale Elia Ben Akroun, mais nous avons les 48 wilayas, on a les 48 conservations qui sont là, notamment les wilayas où, parce qu'en fait, on fait même des plantations au niveau du sud, pas spécialement au niveau du nord. Au sud, c'est des plantations de brise-vent, de haies, notamment au niveau des villes, au niveau des infrastructures routières, les aéroports. Et on essaye de faire de la restauration des terres par la création des bandes vertes pour un petit peu humidifier la région saharienne. Donc, tout ce qui est reboisement, c'est nous. Comme vous savez, par rapport aux risques majeurs, il y a la délégation des risques majeurs également, qui est créée en Algérie, je pense, depuis 2011. Elle coordonne tout ce qui est risque majeur. Donc, les feux de forêt et la désertification, c'est un des risques majeurs. Donc, on est membre de ce comité au niveau de la délégation des risques majeurs. En parlant de désertification, est-ce qu'il y a une base de données qui donne l'avancée annuelle des terres ensablées dans le pays? Est-ce que ça existe quelque part? Non, c'est ce que je justement voulais demander à Lazal. Ce qu'on a actuellement, c'est la carte sensibilité à la désertification. On l'avait réalisée en 1996 et puis actualisée en 2010.
cette base de données nous montre qu'il y a eu quand même une évolution. On a perdu plus de terres pendant les 10 années. On a demandé à ce qu'elle soit actualisée continuellement. La nouveauté, c'est la carte de dégradation des terres donc, qui a été faite par l'Agence spatiale européenne. Actuellement, l'Agence spatiale algérienne elle est en train d'actualiser les données de la neutralité de dégradation des terres par l'utilisation des 3 indicateurs que j'avais présentés. Et comme ça, on pourra avoir une base de données qu'on peut, elle ne peut pas être mensuelle ni annuelle, c'est une base de données au moins qui nous montre ses effets au moins chaque 5 ans, parce qu'on ne peut pas voir peut-être le déplacement des dunes et tout, oui, mais la dégradation des terres ne peut pas se faire annuellement, sauf si les scientifiques me corrigent cette information. Mais à notre niveau, actuellement, la seule information que nous avons, c'est la carte sensibilité à la désertification et le taux de dégradation des terres par la carte NDT que nous avons. Mais comme je vous l'avais dit, actuellement, la ZAL est en train d'actualiser les indicateurs, les données pour avoir nos propres informations. Parce que là, je raisonne toujours en mode start-up, parce que je sais très bien que c'est aujourd'hui, si on a des entrepreneurs et entrepreneuses qui vont développer des solutions, s'adresser vers une direction sous tutelle, enfin d'un ministère, vis-à-vis du business, c'est très compliqué. Et du coup, généralement, pour ce faire, on s'adresse aux entreprises sous tutelle de ces organismes pour développer de potentiels applicatifs, mais aussi un business, parce que ça reste des entreprises derrière, il faut bien qu'elles se rémunèrent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises sous tutelle ou comment ça fonctionne? Des entreprises qui peuvent payer des gens, c'est comme ça? En fait, je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, on parlait de l'eau tout à l'heure. Vous avez Agir, qui, elle, est une entité sous tutelle du ministère des Ressources hydriques et qui, elle, derrière, peut faire des consultations, des appels d'offres, etc., pour des solutions qui pourraient être développées par l'écosystème. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc, tout ce qui est recherche, oui, nous avons l'Institut national de la recherche forestière qui peut faire des appels dans ce sens et nous avons le CRSTRA qui est sous tutelle du ministère de la recherche scientifique, c'est le centre des recherches pour les régions arides et semi-arides. Eux aussi ils peuvent faire des appels d'offres pour tout ce qui est recherche pour chaque thématique qui nous bloque. Et alors, pour plus ou moins, là, je suis en train de lire les questions par rapport à la désertification. La dernière question, on disait que, par exemple, dans les zones désertiques, donc du coup, il y a la problématique de l'eau, puisque si on doit planter pour arrêter. Donc, comment ça fonctionne et est-ce qu'il y a des aides de l'État par rapport à la réalisation de puits, parce que c'est le grand sujet. Et là, la question nous vient de Tamarasset en disant, comme nous, à Tamarasset, c'est une zone rocheuse. Donc, creuser un puits, ça devient tout de suite un grand projet au sens économique. Et est-ce qu'il y a des aides issues du département qui s'occupe donc de la désertification autour de ça? Dans les programmes qu'on vient de clôturer, enfin, on a même des programmes actuellement en état de mise en œuvre au niveau des zones sahariennes. Nous avons nous-mêmes, donc c'est l'État qui fait ces forages sur la base des études de faisabilité. Donc, il y a d'abord le BNEDER, c'est le Bureau national des études de développement rural, qui nous font ces études. Donc, quand c'est des études positives, donc ils nous proposent le CPS, donc les techniques à suivre pour faire ces forages. Donc, nous, là où on veut, on a fait des forages au profit des populations pour assurer une certaine de l'eau pour leur cheptel, pour leur agriculture. Ça, c'était beaucoup plus dans le développement rural. Donc, c'était sur le budget de l'État, en réalité, à la demande de la population. Donc, on avait fait des enquêtes ménages sur les besoins de ces populations pour réaliser ces forages, des puits de parcours, etc. Alors, je rebondis sur la remarque en disant qu'à Tam, par exemple, on a fait l'adduction à partir de Ain Salah. Après, bon, ça, c'est un autre sujet parce que moi, je le trouve, c'est une folie. Sachant que moi, là, en ce moment, nous, on a un projet à Tam, donc j'y vais au moins une fois par mois. الماء كيتلحق من عين صالح حتى مراس تجي سخونه تحرق
Ça, c'est un grand problème. Donc, donc ça gaspille beaucoup d'eau parce qu'ils doivent attendre que l'eau se refroidisse, etc. Deuxième problématique, l'eau est plus salie. Il y a une problématique de salinité de l'eau. Et troisième problématique que moi je trouve bizarre qu'on n'ait pas, alors je ne sais pas, je n'ai pas l'information, c'est qu'elle passe, les canalisations passent par des zones irradiées par les expériences nucléaires françaises de la colonisation et on ne connaît pas les effets réels sur cette eau qui transite par cette zone et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc ça, c'est des sujets très, très complexes, mais ça qui demande recherche. Moi, ce que je peux répondre, c'est par rapport à la salinisation, parce qu'en fait, nous avons à TAM, nous avons une annexe de l'Institut national de la recherche forestière. Donc, à chaque fois, ils proposent des espèces résistantes au sel. Quand on fait des plantations ici au niveau de ces régions. Mais à part ça, le reste, il relève du ministère des Ressources en eau. Je ne pourrais pas répondre à ça. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des questions par rapport à la désertification. Oui, Karim, j'avais vu une question concernant le carbone. C'est vrai que voilà, j'allais revenir sur cette question. Le ministère de l'Environnement, il calcule le carbone sur pied. Ça veut dire, quand on a une couverture végétale, quand par exemple l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, vous fait une évaluation de la couverture végétale, il y a des formules à suivre pour calculer, avoir à peu près la séquestration du carbone, elle est de combien. Moi, je parle du carbone organique au niveau du sol. C'est le carbone organique fixé. Et pour l'UNCCD, elle parle de la terre, elle parle du sol, elle ne parle pas du carbone sur pied. C'est la Convention des changements climatiques qui gère ça. La Convention de la lutte contre la désertification, elle parle de tout ce qui est terre. Donc, la capacité à ce que la terre séquestre du carbone est importante. Et les méthodes de calcul, elles ne sont pas aussi faciles que le calcul du carbone sur pied. Donc, il faut faire des carottages au niveau des terres, au niveau des régions, au niveau de plusieurs sites pilotes pour qu'on puisse faire une extrapolation de la séquestration du carbone en Algérie. Donc, vous imaginez la terre au niveau du nord, steppe et sud avec la superficie importante du pays, ça ne sera pas facile. D'ailleurs, même les chiffres qui nous ont été donnés par Trans Earth, c'est 4 sites pilotes en Algérie et ils ne sont pas représentatifs par rapport à la superficie énorme du pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait lancer un chantier pour la mesure de ce carbone si on arrivait à le mesurer nous-mêmes et avoir nos propres chiffres. Mais ça va être un sujet un peu coûteux. On a essayé de proposer un PNR, un projet de recherche national, auprès du ministère de la Recherche pour avoir un financement avec le CRESTRA, donc le Centre de recherche des zones arides et semi-arides. Et pour le moment, on n'a pas eu de réponse. En parlant de CO2 puisqu'il y a une Sahara كبيرة فيها الماء مالحة فيها المشاكل et tout ça, mais quel main, c'est pas ça le problème. Est-ce qu'il y a eu des travaux, des expériences qui ont été peut-être menées par vos institutions autour de l'utilisation des algues comme capteur du CO2 dans les zones désertiques? Parce qu'on sait bien que les algues, le premier moteur de la planète de captation du dioxyde de carbone et de l'oxygène, ça reste la mer, et qu'on pourrait imaginer que nous ayons peut-être des bacs, parce que ça crée de la valeur ajoutée entre l'algue, etc. Et sachant qu'à Tamaras, par exemple, et on a, nous, des projets qu'on accompagne aussi à Béchar, où on travaille aujourd'hui même à Daya, etc., où ils font de l'algoculture, où ils font de la spiruline et un co, et qui pourraient participer à ça. Donc, je ne sais pas si ce sujet a été abordé ou pas par rapport à ça. Pour ça, comme je vous l'avais dit, donc tout ce qui est mesure du carbone, c'est nouveau. Malheureusement, on s'est retrouvé en face du Covid, donc toutes les sorties sur terrain étaient annulées, toutes les sorties n'étaient pas autorisées. C'est pour ça qu'on a enregistré un retard pour le carbone. Même le ministère de l'Environnement, actuellement, il n'a pas de données exactes et fiables pour tout ce qui est, même carbone sur pied, on n'a pas encore avancé dans ce chantier. Et puis aussi, on n'a pas vraiment la maîtrise. Donc, le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires étrangères ont passé plus de temps à assurer des formations, au moins par visioconférence, pour maîtriser déjà cette technicité de mesure, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme pièce par rapport à tout le puzzle de ce projet. Mais du moins, à notre niveau, on n'a pas de données. Est-ce que les universités ont avancé sur ça? On allait lancer les enquêtes au niveau des universités via les comités du barrage vert qui existent au niveau des wilayas, mais comme je vous l'avais dit, on n'a pas encore
la maîtrise de travailler par visioconférence avec tout le monde et les travaux de terrain et les sorties n'ont pas été vraiment fructueux du moment que toutes les missions étaient arrêtées pendant un Donc, certain temps. si je comprends bien, donc il n'y a pas une plateforme qui regroupe aujourd'hui votre direction avec le monde universitaire directement. Non, non, pour le moment, non. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des questions qui reviennent dans le chat par rapport au développement, il y a des travaux qui sont faits dans les écoles et les universités. Et, c'est ça je pense que c'est ça le point faible de l'Algérie, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais chacun travaille dans son petit coin. On n'arrive pas encore à constituer une base de données qui peut ramasser toute l'information fiable pour notre pays et que chacun peut utiliser les informations de l'autre pour qu'on puisse avancer. Là, sur ce sujet, si on peut aider, on aidera, bien évidemment. Nous l'avions fait, nous avons participé en 2020 sur une action qui avait été initiée par M. Ferrochi, qui était le ministre l'agriculture à l'époque et de la pêche. Et lui, c'était, moi je le connais depuis quelques années, on s'est connus en tant que prof, où il avait son dada, c'est la sécurité alimentaire. Et ensemble, on a initié un forum sur l'innovation dans la sécurité alimentaire. Donc, je pense que où ça regroupe les ministères différents et tout ça, et bien évidemment des acteurs. Après, bien évidemment, c'est le travail des gens qui fait le résultat. Mais encore une fois, on pourrait, pourquoi pas, vous aider à se rapprocher. Nous, on est un électron libre, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de créer des plateformes comme ça qui permettent en fait la circulation de l'information, le rapprochement, etc. Donc, je pense que pour répondre à une des dernières questions, c'était qui disait est-ce que votre département vous organise des challenges pour faire appel à ce monde universitaire et co. Je sais qu'on avait eu cette discussion puisque vous avez été invité avec nous à être à la finale du Safe Food où on avait abordé rapidement en disant que chez vous, vous commencez à y penser et trouver comment faire pour se rapprocher du monde des startups et de la recherche. Voilà, parce qu'en fait, nous, c'est le budget de l'État, donc on n'est pas une société économique, mais on essaie de réfléchir pour le faire via nos partenaires, notamment l'Institut national de la recherche forestière, il est beaucoup plus flexible. Et nous, on pourrait le faire peut-être dans le cadre des projets de coopération où nous pilotons donc le financement. Mais sur le budget de l'État, il n'y a aucune nomenclature qui nous permet de faire ça. Après, comme je le dis très souvent, les bonnes volontés n'ont pas besoin d'argent au début. Exactement. On peut faire beaucoup de choses sans argent au début. Après, drame, il dit c'est pas un problème. Voilà. Alors, j'espère qu'on a fait le tour des questions, qu'on n'a oublié personne. On est bon dans le timing. Je regarde encore une fois rapidement. Je n'ai pas compris, ouvrez les portes elles sont ouvertes. Même les fenêtres, il n'y a pas de barrière. Au contraire, on a même, parce que je suis en train de lire quelque chose qui dit manque de coordination. Pour tout ce qui est désertification, je suis d'accord avec vous. On avait un organe de coordination de lutte contre la désertification qui a fonctionné en 1998, après il est mis dans les tiroirs. On a réussi à le relancer par décret présidentiel en 2020. Donc, normalement, il va commencer à, malheureusement, comme vous savez, la bureaucratie algérienne nous fait perdre beaucoup de temps. Mais quand même, on a abouti. Et il y a aussi le comité scientifique chargé de la lutte contre la désertification qui est installé au niveau de l'INRF. On a fait un appel à candidature pour tous nos chercheurs sur le site de la recherche. On a eu des CV et on a sélectionné ceux qui ont le profil le plus proche des missions du comité. Et maintenant, on a profité pendant cette période du Covid pour mettre tous les mécanismes nécessaires pour qu'il y ait cette coordination, espérant que le Covid va disparaître pour qu'on puisse travailler à l'aise sur le chantier. Je n'ai pas compris, c'est quoi le MP? C'est l'école polytechnique. C'est l'école nationale polytechnique. Parce moi, je suis un polytechnicien. Vous avez la personne qui vous écrit, c'est le professeur Ahmed Boubkar de l'école polytechnique. On est une communauté d'ingénieurs. Oui, il n'y a pas de souci. Un contact direct, je vous mets mon téléphone. Celui qui veut m'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas facilité l'accès. Ils sont
Oui. l'ancienne INC à côté de Voilà. Comme vous l'avez dit, Karim, des bonnes volontés n'ont pas besoin d'argent, mais des fois, on est bloqué par des choses. C'est pas le manque d'argent qui nous bloque, mais c'est autre chose. Des fois, on est obligé d'avoir des autorisations en tant qu'IDARA. On perd beaucoup de temps pour avoir les autorisations de travailler, de foncer, mais on fait de notre mieux quand même pour faire entendre notre mot et notre volonté de travailler ensemble. C'est vrai, mais qui m'a côté, il faut qu'on se fédère et les bonnes volontés, même si une balle au moins nombreux, mais on est assez nombreux pour faire bouger des choses. Voilà. Inch'Allah, il faut y croire et aller de l'avant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du talk. Encore une fois, merci beaucoup. Ravi de vous avoir avec nous. Et nous, aujourd'hui, on sélectionnera des 20 projets, 10 projets. Et on aura l'occasion de revenir vers vous au courant de la semaine et vous inviter à être avec nous le week-end prochain où on sera le jour de la finale, normalement, si tout va bien, à Algérie Aventure, au Parc Dounia, chez nos amis de M. Zerrouki. Voilà. Nour, voilà. Je vous laisse, si vous voulez ajouter un dernier mot pour clôturer. Je vous remercie. Moi, je dirais que, parce que moi, je fais beaucoup confiance à la jeunesse. C'est là, ici à Zeralda, j'ai découvert Nour et sa collègue. J'ai été émue par les idées de nos jeunes. Ça m'a fait plaisir. Donc, je leur fais confiance pour nous trouver des solutions pour les feux de forêt algériens et la désertification, surtout la désertification, parce que c'est pas tout le monde qui en parle. Les spécialistes comprennent ça, mais malheureusement, puisque la désertification ne se voit pas, comme les feux de forêt, les inondations, donc elles ne passent pas en priorité. Donc j'espère que les chercheurs trouveront une solution pour faire écouter, pour faire entendre ce problème à tout le monde, notamment les décideurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Alors Nour, je te remets la parole